Ok. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Edouard Marquez et donc je suis développeur Android, mais surtout Flutter. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler de Flutter et notamment des widgets qui ont des gros composants qui est utilisé dans ce framework. Alors, vu que je sais que généralement dans les conf Flutter, il y a beaucoup de gens qui soit en ont jamais fait ou très rapidement, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de vous faire un petit récap au cas où vous ne sachiez pas trop qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que Flutter? Tout simplement, c'est un framework qui va vous permettre de concevoir des applications multiplateformes, et donc on peut même dire multi-OS, parce que ça va fonctionner comme on peut le retrouver sur d'autres frameworks, la possibilité de générer des applications pour smartphone avec Android et iOS. Mais Flutter, il fait beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on va par exemple retrouver du Flutter dans certains Google Assistant qui ont un écran. C'est notamment le cas du Nest Hub Max. Et on peut aussi, à partir de la même base de code, en plus des smartphones, en plus des tablettes, faire générer des applications pour un PC ou alors même via une page web. Alors j'ai mis une petite étoile autour de l'ordinateur et le web parce qu'on ne va pas se cacher que ça reste encore un tout petit peu expérimental, notamment la partie web. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Flutter, c'est vraiment un framework qui va vous permettre de faire tout à la fois. Et donc là, je vous montre un petit exemple de l'application du New York Times, qui fonctionne donc sur Android, iOS, ici sur un Mac, et enfin sur le web. Donc vraiment, le concept de multiplateforme, on peut difficilement faire autrement. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne, Flutter? Alors déjà, ce qu'on peut faire très simplement, c'est que sa particularité, c'est qu'il va simplement demander à l'OS un canevas. Il ne va absolument pas faire comme d'autres frameworks et par exemple afficher une web view ou alors utiliser les vues natives. Pas du tout. Flutter, lui, son parti pris, c'est de demander un canevas et c'est lui qui va tout dessiner sur ce canevas. Ensuite, il y a plein d'autres éléments sur ce slide, mais je vais passer vite parce que ce n'est pas très important. Ensuite, quand vous allez vouloir développer, qu'est-ce que vous allez utiliser? Comme son nom l'indique, vous allez utiliser ce qui s'appelle le framework. Et donc, dans ce framework, vous allez avoir accès à l'ensemble des briques qui sont en vert. Donc, notamment les fameux widgets dont on va en parler un tout petit peu plus ensuite. L'autre particularité qu'a Flutter, c'est qu'on fait du multiplateforme, mais aussi on fait du multiplateforme qui génère du code natif. Alors bon, ce n'est pas le cas quand on fait une page web, mais dans tous les autres cas, ça va générer bien du code natif. Et tout ça, c'est dû grâce notamment au langage que l'on utilise, qui s'appelle Dart. Alors peut-être pour beaucoup Dart, vous croyez que c'était mort, mais non, rassurez-vous, ça connaît bien une seconde jeunesse grâce à Flutter. Et ce langage Dart, pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi? Déjà parce qu'il a deux modes de fonctionnement. Le premier qui s'appelle Ahead of Time. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous allez vouloir publier une application sur le Google Play, sur l'App Store, il va générer un binaire qui est optimisé pour un iPhone, pour un iPad, pour n'importe quoi. Mais Flutter, ce qu'il a aussi, c'est qu'il va être très pratique lorsque vous allez développer. Et il a un deuxième mode de fonctionnement Dart qui s'appelle le Just-in-Time. Et ce mode Just-in-Time, ça consiste à dire que lorsque vous allez développer, plutôt que de devoir rebuilder votre application, la réinstaller sur le téléphone à chaque fois, simplement, on va injecter les différences. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, l'application reste au premier plan, l'utilisateur fait sa modification, et en 500 millisecondes et quelques, la modification est déployée. Et c'est plutôt sympa. Donc, Flutter, qu'est-ce qui fait sa différence? C'est d'une part, ça fait du multiplateforme natif, et en plus, c'est super agréable à développer avec. Oups. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler des widgets. Et donc, quoi mieux que commencer à vous parler de Flutter que de regarder tout simplement le code qu'il y a dans le Hello World. Donc dans ce Hello World, alors bon, il n'est pas entier, mais il y a juste la partie qui nous intéresse. Le premier élément que l'on va regarder, c'est la fonction main. Donc, comme son nom l'indique, c'est le point d'entrée de votre application. Et cette méthode main, dans ce cas présent, elle va lancer une méthode qui s'appelle runApp. Donc bon, là-dessus,
OK. Mais surtout, cette méthode runApp, elle prend en paramètre un objet qu'ici, il s'appelle myApp. Et si on regarde bien, en fait, myApp, c'est un widget. Donc du coup, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Que finalement, une application, c'est peut-être un widget. Si on retourne à notre code, on voit qu'en dessous, on a une méthode build et qui retourne un objet aussi de type widget. Donc qu'est-ce qu'on est en train de se dire finalement? Que notre application, c'est un widget et que cette même application, elle contient d'autres widgets. Eh bien oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est qu'en Flutter, tout est un widget. Donc ici, c'était le cas d'une application, mais bien évidemment, ça va s'accorder à plein d'autres choses. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner une petite explication imagée de qu'est-ce que ça fait en vrai, un widget. Et quoi mieux que vous parler des widgets que faire une petite... le comparer par rapport au Lego. Donc si on regarde des Lego, une brique de Lego, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, ces briques, il en existe énormément, de plein de formes différentes, de plein de tailles différentes. Ces briques de Lego, qu'est-ce qu'elles ont aussi? Une même brique, elle peut être disponible dans plein de couleurs différentes. Mais par contre, une brique, par exemple, de 2 par 2, on ne pourra jamais la changer, on ne pourra jamais la transformer en 3 par 3, parce que la seule chose qu'elle sait faire, c'est du 2 par 2. Mais surtout, pourquoi est-ce que les Lego, c'est intéressant? Parce qu'on va pouvoir, au final, les imbriquer les uns dans les autres. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand on va arriver tout à l'heure au widget. Mais par contre, on a aussi des Lego sur lesquels on ne peut pas les imbriquer dans des autres, tout simplement parce que c'est une sorte de brique finale dans laquelle on ne peut plus brancher quelque chose dessus. Et une fois qu'on a travaillé un petit moment, qu'on a imbriqué toutes nos briques ensemble, on peut obtenir des résultats qui sont extrêmement réussis, comme ici, un château. Mais si on regarde bien ce château, qu'est-ce qui se passe en vrai? On est en train de se dire que finalement, dans ce château qu'on voit là, il y a certaines briques qui sont visibles, mais il y a aussi certaines briques que l'on ne va pas voir. Par exemple, là, ici, il y a un toit. On imagine que ce toit, il y a peut-être une charpente à un moment. Et donc, ça veut dire qu'il y a certaines briques qui sont là uniquement de manière utilitaire, mais qui ne vont pas être visibles pour l'utilisateur. Donc du coup, là, je vous ai expliqué le concept des briques en Lego. Comment est-ce qu'on va faire le pendant avec Flutter? Alors, j'ai commencé tout à l'heure en vous disant que des briques de Lego, il en existait énormément. En Flutter, c'est la même chose. Des widgets, il en existe des centaines. Donc, tout à l'heure, on a commencé à regarder qu'une application, c'était un widget. Mais en réalité, quand vous allez développer, vraiment tout est un widget. Une animation, c'est un widget. Un écran, c'est un widget. Un texte, bref, tout est vraiment un widget, ce que je vous expliquais initialement. Et donc du coup, peut-être que vous êtes en train de vous dire c'est bien sympa des widgets, mais s'il y en a plusieurs centaines, je ne vais jamais réussir à les connaître tous, c'est impossible. Mais rassurez-vous, donc Flutter c'est fait par Google, et ils se sont dit forcément les gens ne vont pas y arriver. Et pour ça, on va vous mettre à disposition ce qu'on appelle un catalogue de widgets, et qui va donc nous lister de manière exhaustive tous les widgets qui peuvent exister en Flutter. Ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que finalement, une brique de Lego, la même brique, elle pouvait être déclinée en plusieurs coloris. C'est un peu la même chose avec les widgets. Quand on prend, par exemple, le widget texte, notre texte, on va pouvoir changer sa police, on va pouvoir changer son style, est-ce qu'il est en gras, des choses comme ça. En revanche, je vous ai dit tout à l'heure, une brique de 2 par 2, ce ne sera jamais une brique de 3 par 3. Un widget, c'est exactement la même chose. Parce que les gens derrière Flutter se sont dit un widget ne remplit que son rôle. Il est extrêmement spécialisé. Donc si on prend l'exemple d'un texte, le texte, il ne sait absolument pas comment gérer des marges. Il ne sait absolument pas scroller. Parce que le rôle du widget texte, c'est juste d'afficher du texte. Si on veut rajouter des marges, on aura un widget dédié à
usage-là. Ce que je vous ai aussi dit, c'est que finalement, nos Lego, on pouvait les imbriquer les uns dans les autres. Là, c'est la même chose en Flutter avec les widgets. Quand on veut faire du layout, typiquement, on va imbriquer des widgets les uns dans les autres. Mais par contre, certains widgets, on ne va pas pouvoir les imbriquer avec d'autres. Si je reprends le cas du texte, on voit difficilement comment est-ce qu'on pourrait venir imbriquer quelque chose en plus à l'intérieur. C'est un peu un widget final. C'est la même chose, par exemple, pour une image aussi. Et du coup, si je continue le parallèle, si on imbrique plein de widgets, qu'est-ce que l'on va obtenir? Des applications. Et des applications qui, en plus, comme je vous l'ai dit initialement, en Flutter, c'est du multiplateforme, c'est du natif, et c'est extrêmement performant. Et enfin, pour terminer l'analogie avec les Lego, j'ai terminé en vous disant, finalement, il y a des Lego qui sont tout à fait visibles, donc le texte, des choses comme ça, mais on a d'autres widgets qui, eux, vont juste nous être utiles. Et par exemple, c'est le cas de l'accessibilité. Donc on va utiliser un widget qui va nous décrire ici que l'image, c'est un pont. Et donc, quand on aura une application qui lit l'écran, elle va savoir que, justement, il faudra que ça dise que c'est un pont. Mais l'utilisateur, lui, ne le verra pas, cette information-là. Pourtant, ce sera bien un widget. Donc il faut faire attention. Moi, initialement, les widgets, j'avais plutôt l'impression de dire que c'était une vue. Ce n'est pas du tout ça. Un widget peut ou ne pas dessiner à l'écran. Donc du coup, si je devais résumer, déjà parmi tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un widget? C'est tout simplement quelque chose qui va décrire une partie de votre UI. Dans certains cas, on peut imbriquer nos widgets et donc former un énorme arbre. Et donc, quand on va combiner tout ça, ça va nous donner un arbre de ce que l'on appelle l'arbre des widgets. Du coup, ce que je vous propose, c'est de mettre ça en application pour voir un peu comment ça marche. Alors, le premier exemple, ce n'est pas nécessairement une interface mobile, mais peu importe, en fait, c'est juste pour l'exemple. Et ici, on va se concentrer sur cette petite carte que vous voyez ici. Donc, comment est-ce qu'on fait en Flutter pour justement dessiner cette carte? Donc, si on s'y prend étape par étape, on voit que dans un premier temps, on a un arrière-plan blanc. Donc, qu'est-ce qu'on va créer? Tout simplement, on va utiliser un container et on va lui dire que ce container, il est blanc. Ensuite, à l'intérieur, on voit qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont les uns en dessous des autres. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une colonne. Donc, la colonne, ça permet de mettre les widgets les uns en dessous des autres. Et donc, nous, dans notre cas, on a une icône et deux textes. Et enfin, si on regarde la toute petite ligne en dessous, cette fois-ci, c'est aligné à l'horizontale. Donc, on n'utilise plus une colonne, on utilise une row qui elle-même contient une icône et du texte. Donc, c'est comme ça que l'on va dessiner, comme ça que l'on va indiquer, décrire notre interface. Donc ça, c'était un peu de la théorie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'écrire en Dart? C'est pas très compliqué. Pour ça, on va tout simplement on va créer une nouvelle classe, et cette nouvelle classe, elle va étendre, dans ce cas présent, stateless widget. Et cette classe-là, elle va nous demander de remplir le contenu d'une méthode qui s'appelle build. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, les widgets dont je vous ai parlé juste avant, on va le donner à cette méthode build. Donc, on retrouve le container, l'icône, le texte, bref, tout comme ça. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Si je décide d'afficher le widget qui s'appelle TotalPost, j'aurai exactement la carte que je vous ai montrée initialement. Par contre, c'est bien gentil, mais là, je vous ai fait que vous décrire une interface, mais cette interface, elle est statique. Potentiellement, ce que vous avez envie de faire, c'est de dire « j'ai envie de rendre mon application un peu interactive avec l'utilisateur ». Et donc là, je vous donne un exemple. On va imaginer que quand on va cliquer sur notre petite carte, on veut incrémenter le nombre de postes. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et sachant qu'il y a tout de même une très grosse contrainte, c'est qu'un widget, il est immutable. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire varier, pour faire évoluer un widget dans la mesure où finalement on ne peut pas vraiment le changer? Tout simplement en lui accolant ce qu'on appelle un objet state.
Donc on va lui accoler un état. Et contrairement à tout à l'heure où j'utilisais un stateless widget, quand on veut utiliser un état, on va utiliser ce qu'on appelle un stateful widget. Et une toute petite chose, si vous n'avez jamais fait de Flutter, si toutefois dans votre stateful widget, vous incrémentez une variable, ça ne va pas redessiner automatiquement ce qui est à l'écran. Il va falloir lui dire explicitement « redessine-toi s'il te plaît ». Et donc pour ça, on utilise une méthode qui s'appelle setState. Donc du coup, maintenant on regarde en termes de code, comment est-ce qu'on réalise ça, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est ce qu'on avait initialement, donc un stateless widget. Si on veut, et donc dans ce stateless widget, on voit bien qu'on a un texte écrit en dur. Et donc nous, on veut justement rendre ce texte en dur de manière variable. Donc première étape, on va convertir notre stateless widget en stateful. Mais là, on voit que notre stateful, il n'a plus de méthode build. Par contre, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne un objet de type état, un objet de type state. Et donc, qu'est-ce qu'on y met dans ce state? Tout simplement le contenu de la méthode build de tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est justement rendre dynamique. Donc pour ça, on va tout simplement se créer une variable qui vaut, par exemple, ici 260 au début. Cette variable, on va vouloir l'afficher à l'écran à la place de la valeur en dur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir dire? C'est je veux intercepter le fait que l'utilisateur clique sur l'écran. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On avait jusqu'à présent une hiérarchie de widgets, mais notre hiérarchie de widgets, elle nous dit pas, on n'a pas inclus un widget qui dit gérer le clic. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre code initial et on va l'englober dans ce qu'on appelle un inkwell. Un inkwell, c'est quelque chose qui permet d'intercepter le clic. Et cet inkwell, il prend en paramètre, du moins, il vous donne accès à une méthode qui s'appelle onTap. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode? Tout simplement, on va incrémenter notre variable et on va dire setState, histoire qu'on redessine aussitôt que l'on a incrémenté la variable. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'un widget qui était 100% immutable à quelque chose qui peut évoluer. Et ça se fait finalement en quelques étapes. Et donc là, finalement, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur les widgets et comment ils fonctionnent. Mais par contre, il y a un mais, parce que rien n'est jamais simple. Les widgets, ils ont quelques particularités. Ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est qu'un widget, il est immutable. Donc, par voie de conséquence, l'arbre de widget, donc quand on crée notre interface, cet arbre, il est aussi immutable. Ça veut donc dire que quand j'ai fait le setState, il faut détruire l'arbre des widgets et en créer un nouveau, avec le nouvel état. Et là, on se dit, mais comment est-ce que ça peut marcher, ce genre de choses? Et je vais rajouter encore quelques contraintes en plus. Un widget, il ne connaît pas sa taille, il ne sait pas sa position à l'écran, il ne connaît pas ses voisins et il ne sait pas dessiner. Ça devient compliqué quand même, parce que là, finalement, notre widget, qu'est-ce qu'il fait? Un widget, c'est simplement la description de ce que l'on veut afficher à l'écran. Ce n'est pas lui qui va être chargé de dessiner, de se positionner, toutes ces choses-là. Ce n'est absolument pas son rôle. Et donc, du coup, vous imaginez bien qu'il y a d'autres choses qui vont permettre de gérer tout ça. Et la première notion, c'est celle d'éléments. Alors, si toutefois vous ouvrez la doc des widgets en Flutter, ça va vous dire qu'un widget, ça décrit la configuration d'un élément. Alors moi, perso, la première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Alors du coup, on va regarder étape par étape, en vrai, qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre exemple, pour mieux comprendre, on va simplement dire, je veux créer un widget et je veux voir qu'est-ce qui se passe. Donc dans un premier temps, je crée le widget. OK. Mais ce widget, dès lors qu'on va le créer, il y a une méthode qui s'appelle createElement qui est appelée. Et donc, on va être obligé de créer à côté un objet de type élément. Et automatiquement, il y a une association qui va être faite entre les deux. Donc, on va associer notre widget, du moins l'élément, à son widget. Et on va faire ça autant de fois qu'il n'y a de widgets à l'écran.
Et si vous regardez bien, il y a un petit truc qui est intéressant. Quand on regarde les flèches, finalement, les widgets, entre eux, ils ne peuvent pas communiquer. Et ça paraît plutôt logique, parce que dans la mesure où ils sont immutables, à chaque fois qu'on les détruit, à chaque fois, on coupe le canal de communication. Donc ça nous paraît un peu plus intéressant de dire que l'élément, lui, c'est lui qui va nous permettre de faire le lien entre tous nos widgets. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un élément? Si on le définit, un élément, ça désigne l'instanciation d'un widget à un endroit de l'arbre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vous paraître un peu bizarre. Donc, ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on avait donc un arbre de widgets. Mais cet arbre, il est immutable. Et donc, forcément, quand on passe d'un état T1 à un état T2, il faut bien qu'il y ait quelque chose au milieu pour recoller les morceaux. Et c'est justement ce que va faire l'élément. Il est là pour ça. Parce que l'élément, contrairement au widget, lui, il est mutable. Donc il ne sera pas détruit entre vos différentes étapes. Et donc de la même manière que l'on a un arbre de widgets, on va avoir un arbre d'éléments. Mais si toutefois vous avez développé des applications en Flutter, l'élément, ce n'est pas vraiment un truc que vous utilisez. Presque ça ne doit rien vous dire. Par contre, vous avez peut-être plutôt entendu parler d'un truc qui s'appelle le build context. Et si on regarde bien, dans le code que je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on remplit le contenu de la méthode build, justement, on nous donne un build context. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En réalité, ce n'est pas très compliqué. Le build context, c'est votre élément. En gros, build context étant élément. Mais les gens qui ont fait Flutter, ils ne veulent pas que vous accédiez à la totalité des API fournies par l'objet élément. Du coup, le build context, c'est juste une sous-vue de ce qu'est un élément. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on comprend tout à fait pourquoi dans la méthode build, on a accès à notre build context, parce que c'est lui qui va nous permettre justement de raccrocher les morceaux ensemble. Ce build context, il va aussi nous servir à d'autres choses, et notamment sur un aspect communication. Parce que si on s'amuse à dessiner un peu qu'est-ce qui se passe à l'écran, chaque widget a donc un élément qui, lui, est donc un contexte. Et l'avantage, c'est que quand on est un widget, on peut accéder au contexte de ses parents. Donc typiquement, ici, si je suis dans l'exemple où je regarde le widget D, donc le build context D, j'ai tout à fait accès au contexte de B et au contexte de A, parce qu'on est dans le même environnement. Alors implicitement, on a accès aussi aux autres builds de contexte, mais c'est vraiment pas une bonne pratique de le faire. En tout cas, on voit très bien que le build de contexte D, il peut communiquer jusqu'à son père, très haut niveau dans la hiérarchie. Et ce mécanisme-là, il va prendre particulièrement son sens lorsqu'on va utiliser quelque chose, un autre type de widget, ça s'appelle l'inherited widget. Et donc là aussi, qu'est-ce que ça fait un inherited widget? Si on lit la doc, ça permet de propager des informations d'un père vers ses enfants. Et un très bon exemple pour que vous compreniez comment fonctionne un inherited widget. Jusqu'à présent, je vous ai parlé qu'on avait un texte. Et un texte, il a forcément à un moment donné une valeur par défaut pour la couleur. Il sait qu'il faut qu'il s'affiche en noir, par exemple. Simplement, ça va être grâce à ce mécanisme qui va dire qu'au-dessus de lui, on lui a donné comme information que par défaut, un texte, il était noir. Donc comment est-ce qu'on réalise ça? Typiquement, en Flutter, vous avez un objet qui s'appelle theme, qui est donc un inherited widget. Donc notre père, il fournit cette information-là. Et si on veut accéder à notre père qui contient la couleur du texte, on va faire theme of context.
Et comme je vous disais tout à l'heure, le contexte, c'est ce qui permet de faire le lien entre tous les éléments entre eux. Donc quand je suis un fils, très facilement, je vais pouvoir remonter dans la hiérarchie pour retrouver quel était mon parent. Et donc dans ce cas présent, dans notre objet thème, si j'ai envie de récupérer la couleur du texte, je peux facilement. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour créer un inherited widget ? Je vous montre ici l'exemple qui est dans la doc. Et donc la première chose que vous allez noter peut-être, c'est qu'il n'y a pas du tout de méthode build. Et si vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, un widget, il ne dessine pas forcément. Typiquement, un inherited widget, il ne dessinera jamais parce qu'il va juste fournir des données. Et donc dans le cas présent, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un inherited widget et lui, son rôle, c'est simplement de fournir une couleur. Et surtout, qu'est-ce qu'il va avoir ? Cet inherited widget, il va avoir une méthode qui s'appelle off. Alors le off, c'est juste une convention, ça pourrait être n'importe quel autre nom, mais généralement on dit off. Et du coup, comment est-ce que ça va un peu marcher, tout ce truc ? Parce que bon, là c'est du code, mais ça vous dit peut-être pas grand-chose comment ça marche. Si on retourne à nos widgets, et que donc on est dans cette arborescence-là, et on va dire tout en haut de mon arborescence, j'ai mon inherited widget. Et j'ai un fils, le fils qui est D, il veut accéder à notre objet frogcolor. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, on est en D et on va chercher, grâce au contexte, à remonter jusqu'à trouver le bon frogcolor. Et donc de cette manière-là, D, il pourra récupérer une information qui a été diffusée par son père. Il y a un autre petit scénario qui est possible. Vous voyez que dans l'arbre qui est à droite, on a 2 fois des frogcolor. On a 2 fois notre inherited widget. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Dans le cas où on est sur G, on va trouver le premier élément, c'est en frogcolor. Donc top, on n'a même pas besoin d'aller très loin. Et c'est tout. En fait, on va s'arrêter là. On va prendre la première instance dans l'arbre qui correspond à notre inherited widget. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, au final, c'est qu'un widget, il peut contenir des données et on les propage à ses enfants. Et c'est donc très utile, comme vous pouvez, j'imagine, l'imaginer. Ensuite, notre inherited widget, a priori, les données qu'il contient, au bout d'un moment, elles vont peut-être évoluer. Et si vous regardez bien, dans le code du off, j'y suis passé assez rapidement tout à l'heure, mais on appelle une méthode qui s'appelle inherit from widget of exact type. Donc exactement, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode ? Elle va donc, comme je vous l'ai montré précédemment, aller chercher un pair de type frogcolor, mais surtout, elle va dire « je veux m'abonner à ce frogcolor ». Donc si toutefois la valeur de, ici la couleur, vient à changer, et donc dans le cas où l'update renvoie true, je veux en être notifié. Et ça, c'est fait de manière automatique pour vous. Donc, du coup, si je reviens à mon schéma de tout à l'heure avec des widgets, si tout en haut, j'ai un objet frogcolor et que cet objet frogcolor vient à changer, en réalité, le seul qui sera notifié dans mon arborescence, ce sera D. Le B ou le E, ils seront inchangés parce qu'on a juste dit que c'était le D qui avait une dépendance vis-à-vis de frogcolor. Et donc, assez logiquement, ce que vous êtes en train de vous dire, vu que les widgets, ça sert notamment à dessiner, là, on est en train de se dire, il n'y a pas besoin de redessiner le E, dans ce cas précis, il y a juste besoin de redessiner le D. Et donc, justement, je vous parle de dessin, mais finalement, jusqu'à présent, je vous ai juste parlé d'un widget qui décrivait notre interface, d'un élément qui permettait de faire le lien entre un peu tous ces widgets, mais à aucun moment on a dessiné ou fait des choses comme ça. Et donc, pour rappel, un widget, lui, il est incapable de faire ce genre de manipulation. Tout simplement parce que ce n'est pas son rôle, et donc il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le faire à la place.
Et ce quelqu'un d'autre, ça va être ce qu'on appelle un render object, qui va donc s'occuper de rendre, de dessiner à l'écran. Ce render object, finalement, il va avoir 3 rôles en particulier. Le premier, c'est de gérer le layout. Typiquement, calculer la taille que va prendre notre widget. C'est lui aussi qui va s'occuper de dessiner s'il y a besoin de dessiner. Et c'est lui aussi qui va dire, par exemple, quand l'utilisateur clique, est-ce qu'il faut intercepter cet événement ou alors est-ce qu'on le laisse se propager et que d'autres widgets le récupèrent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le render object, il a ces 3 rôles-là. Et du coup, un render object, on voit qu'il a quand même une certaine complexité. Et donc, quand on vient à instancier un render object, forcément, ça prend du temps. Donc, on a tout intérêt à ce qu'on ait des render objects qui soient un peu comme les éléments, qu'ils soient mutables au fur et à mesure des différentes itérations. Alors que les widgets, on peut se permettre de ne pas les rendre, du moins de les détruire à chaque fois, parce que c'est juste une pauvre description. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça nous mène? Finalement, on va avoir 3 arbres. Un premier qui s'appelle l'arbre des widgets, qui va contenir la description de notre interface. Un deuxième qui est l'arbre des éléments, pour faire le lien entre tout ça. Et finalement, un dernier qui est ce qu'on appelle l'arbre de rendu, qui lui va donc s'occuper de dessiner ce qui est à l'écran. Donc la différence entre ces 3, c'est que uniquement l'arbre des widgets est immutable, les 2 autres sont mutables. Alors bon, je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez un peu mieux comment ça marche, parce que c'est un peu bizarre. Donc là, on va dire qu'on a nos 3 arbres. Et dans ces 3 arbres, on va dire qu'on a un widget qui est de type render object widget. Et quand on utilise un widget qui étend render object, ça veut forcément dire que lui, il va avoir un render object qui lui est associé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Un widget, on va lui créer un élément et on va faire l'association entre les deux. Mais ce widget-là, c'est un widget de type render object. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va créer dans notre 3e arbre le render object et on va relier l'ensemble de ces différents éléments entre eux. Et ce que vous notez aussi, c'est que ce n'est pas le widget qui a un accès, qui a une référence vers le render object, c'est l'élément. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que l'élément, il était là pour faire le lien entre tout, c'est exactement ça, ça s'applique aussi à la partie rendue. Si toutefois, dans notre arbre de widget, on a par exemple un thème qui est donc un inherited widget, lui, il a aussi un élément, mais un thème, et donc inherited widget, ce n'est pas un render object widget. Donc lui, il n'aura jamais d'arbre de rendu. Il n'aura jamais rien dans l'arbre de rendu. Par contre, si on a d'autres widgets de type render object widget, eux auront bien un render object. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Un widget peut ou ne pas être dessiné à l'écran. Et donc là, si je fais un petit récap de tout ce qu'on a vu ensemble, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un widget? Ça nous permet de décrire notre interface à un moment donné. On a vu aussi que dans la mesure où nos widgets ils sont immutables, on a trouvé un moyen de gérer l'état s'il vient à évoluer. Et on a aussi vu que le widget il savait dessiner, comment est-ce qu'on faisait pour faire tout ça? Donc là, mis bout à bout, on est capable de composer de A à Z une interface et de comprendre pourquoi tout est en widget en Flutter et pourquoi c'est extrêmement simple. Parce que finalement, l'élément et le render object, quand on est développeur, on l'utilise jamais parce que c'est un peu caché. On peut les créer nous-mêmes, mais en réalité, la partie widget, qui est un peu la partie immergée de l'iceberg, fait tout pour nous. Donc là, vous pensez que c'est fini, mais à nouveau, il faut qu'il y ait un mais. Parce que jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est que à chaque fois on crée des nouveaux objets, c'est un peu à l'état initial. Mais qu'est-ce qui se passe si on vient justement à faire évoluer notre état, faire des mises à jour? Donc le premier cas de figure, on retombe toujours sur le même, on veut afficher un nouveau widget à l'écran. Donc qu'est-ce qui se passe? On crée un widget, on crée un élément et on fait le lien entre eux. Là-dessus, il n'y a rien qui change.
Maintenant, on dit que le widget qu'on affiche ici, c'est un texte qui affiche Hello, et finalement, on a envie d'afficher Hello World à la place. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dans la mesure où notre widget vient à changer, on va le détruire, parce qu'on n'est plus dans le bon état. Par contre, notre élément, lui, il est toujours là. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va créer justement notre widget avec le nouvel état. Et on va se retrouver avec un élément, mais qui, pour le moment, il est tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Flutter, en interne, il dit « Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois créer un nouvel objet élément, ou est-ce qu'en cache, j'ai déjà un élément qui sait me gérer ?» Et en réalité, on a déjà l'élément de tout à l'heure, donc on va le récupérer pour justement nous éviter d'instancier inutilement des objets. C'est un mécanisme de cache, tout simplement. Et donc, on fait ce mécanisme-là. Donc, concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? Si on vient de changer l'état et que l'on doit redessiner, la seule chose qui s'est passée, c'est que l'on a détruit un objet widget et créé un nouveau, mais tout le reste, notre élément, il est inchangé. Et donc, finalement, en termes de performance, c'est quasiment insignifiant. D'autant plus que Dart, il est très performant pour détruire énormément d'objets et en recréer rapidement. Donc ça, c'est finalement un cas le plus simple. Et on commence à comprendre aussi pourquoi, finalement, des widgets, on peut se permettre d'en créer plein, parce que la complexité, elle n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu d'autres cas de figure. Et imaginons qu'on soit dans un cas où on est initialement un texte, comme tout à l'heure. Mais finalement, dans la frame d'après, on n'a plus envie que ce soit un texte, on veut que ce soit autre chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, on détruit notre objet texte. Et on a toujours notre élément qui est là, disponible dans le cache. Mais cette fois-ci, on va afficher une image. Et donc c'est un tout autre type de widget. Donc qu'est-ce qui va se passer? On voit bien qu'il y a un problème ici, c'est que l'élément que l'on avait initialement dans notre cache, il sait gérer du texte, mais il ne sait pas gérer une image. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement supprimer, en tout cas mettre de côté l'élément, et dire qu'on veut en revanche avoir un élément pour soi, un élément qui sait gérer les images. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on se retrouve un peu comme au début. On a à nouveau un widget qui est associé à un élément, et donc tout va fonctionner dans le meilleur des mondes. Mais ce qui est pratique aussi, c'est que là, l'élément qui gérait le texte, on l'a toujours en cache. Donc si toutefois, à un autre endroit dans l'arbre, on a un texte, on va pouvoir réutiliser cet élément qui est en ce moment, qui n'est plus utilisé. Par contre, Flutter peut décider aussi de détruire cet objet parce qu'on n'en a plus besoin. C'est possible aussi. Donc voilà comment ça marche à peu près, cette histoire de lien entre un élément qui va être gardé en cache et des widgets qui, eux, vont être amenés à changer. Et là-dessus, il y a une petite notion d'optimisation qu'il faut connaître et qui peut prendre tout son sens. Quand vous faites du Dart et que vous voulez instancier un objet, vous avez plusieurs manières de faire. Donc soit vous faites un new, alors sachant que depuis Dart 2, le mot-clé new, il est optionnel. Donc si j'écris juste texte de A, c'est comme si j'avais écrit new texte de A. Donc là, a priori, ça paraît logique que si je fais un new texte de A et un new texte de B, ce soit des objets qui soient différents. Là-dessus, je pense que vous êtes tous d'accord. Si... Oups, ça ne m'a pas fait dans l'ordre. Si toutefois vous créez... alors, hop, on va juste mettre ça. Si toutefois on crée un new text de A et on crée deux fois un new text de A, ça va nous créer deux instances différentes. Par contre, on a une autre manière d'instancier des objets en Dart, et c'est avec le mot-clé const. Et la différence, c'est que si toutefois j'écris const de texte de A et texte de B, bon, bien évidemment là c'est toujours différent, mais par contre, si j'appelle deux fois const de texte de A,
ça va toujours me renvoyer le même objet. Ça ne va pas allouer cet objet plusieurs fois. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, quand on fait un new, ça va forcément nous créer un nouvel objet. Un const, ça va nous renvoyer l'instance si elle existe déjà. Donc là, si par exemple j'avais appelé 10 fois const de texte de A, j'aurais eu 10 fois la même référence vers le même objet. Et donc là, vous vous dites que de ça, on peut en tirer aussi des optimisations, parce que ça c'est du code en Dart. Donc forcément, on peut en tirer des optimisations du côté de Flutter. Alors du côté de Flutter, qu'est-ce qui va se passer typiquement? Donc là, cette fois-ci, je ne vais plus dire que je veux afficher un texte, mais que je veux afficher un const de texte. Donc le début, il est tout pareil. Et là, à un moment donné, on doit redessiner. Et donc, on est toujours dans notre même mécanisme de recherche d'éléments, mais là-dessus, ce n'est pas vraiment là où je veux en venir. C'est surtout que dans la mesure où on sait déjà dessiner cet élément, le const de texte de hello, on sait déjà le faire. Dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de passer à l'étape de build, on n'a même pas besoin de demander au render object de se dessiner, parce qu'on le sait déjà le faire. Donc ça a beau être, on a beau dire c'est un objet qui est à un autre endroit dans l'arbre, à un autre, peu importe où, on sait déjà le builder pour nous. Donc voilà, ça c'est une optimisation qu'il faut connaître. Et donc autant que possible, quand vous créez vos widgets, il faut utiliser des consts plutôt que des new, parce que ça va nous permettre justement d'optimiser tout le rendering qu'il y a derrière Flutter. Donc finalement, on s'approche de la fin maintenant, et donc tout ça, ça peut vous paraître très compliqué, ce que je viens de vous raconter. Parce que je viens de vous expliquer qu'on avait d'un côté des arbres de widgets, d'un autre côté des arbres d'éléments, d'un autre côté un arbre de rendu. C'est pas super trivial. Mais finalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en réalité, l'arbre des éléments et l'arbre de rendu, hormis des cas très particuliers, vous y toucherez pas vraiment. La seule chose dont vous avez besoin de savoir, c'est que vous définissez votre interface, vous décrivez votre interface avec des widgets, et ces widgets qui sont très basiques, en interne, ils font plein de choses. Voilà, c'était donc tout ce que je voulais vous expliquer sur comment fonctionnent les widgets en Flutter. J'espère que vous aurez à peu près compris les grands concepts qu'il y avait derrière. Voilà, merci à tous. Vous voulez des questions ou vous voulez aller manger comme vous voulez. Je serai rapide, promis. L'idée derrière tout ça, c'est donc vous avez pas mal travaillé sur Flutter, j'imagine, depuis un moment. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui et pourquoi je saute pas encore le pas, c'est comment on gère quand on n'a pas la lib tierce qui a déjà été faite pour un quelconque problème, des pubs, des analytics, etc. Ouais. Alors dans ce cas-là, donc là moi ce que je vous ai parlé jusqu'à présent, c'était dans le cas où donc ce que j'ai commencé en vous disant Flutter il dessine sur un canevas et c'est lui qui s'occupe de tout. Donc normalement on a le render object, on a toutes ces choses-là. Et donc il faut autant que possible utiliser ce truc-là. Par contre, on a bien évidemment le cas du SDK de pub et qui lui aura jamais de SDK de Flutter parce que déjà ils arrivent difficilement à faire pour Android et iOS. Donc dans ce cas-là, en fait, la possibilité qu'on a aussi, c'est d'avoir un widget qui va instancier la vue Android ou iOS et qui va donc l'insérer dans le canevas. Et donc de cette manière-là, tu vas avoir une compatibilité avec tout ce que tu veux parce que on va réutiliser un composant natif de la plateforme que tu injectes côté Flutter. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé de ce mécanisme? C'est parce qu'il a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'il est beaucoup moins performant que si c'était Flutter qui dessinait tout lui-même. Et surtout, typiquement sur Android, ça ne fonctionne qu'à partir d'Android 5. Donc si tu dois supporter d'anciennes versions, tu ne peux pas utiliser ce mécanisme. Et dans ce cas-là, en effet, ça peut poser problème. Donc je pense que vous avez déjà développé des applis Flutter en production. Est-ce que c'est le cas? Quelles sont les limitations aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des freins?
frustrations? Alors, aujourd'hui, si tu veux développer des applications pour Android ou pour iOS, honnêtement, j'ai pas vraiment de blocage, d'autant plus qu'on est en version stable. Je crois que c'est la version 1.5, un truc comme ça. Donc là-dessus, si tu fais de l'Android ou de l'iOS, normalement, moi jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Ce qu'il y avait initialement sur les versions alpha et bêta, justement, le concept de dire j'injecte des vues natives, c'était pas disponible. Maintenant, ça l'est. Donc ça vient corriger potentiellement des problèmes là-dessus. Ensuite, par contre, ce qu'il faut, Google communique pas mal sur le fait que c'est multiplateforme, multi-support, et notamment le PC ou le web. Et en effet, là-dessus, c'est pas du tout prêt pour la prod. Mais si aujourd'hui tu veux lancer un projet qui est pour Android ou pour iOS, tu peux tout à fait le faire. Il n'y aura aucun problème. Et Okay, du moins, typiquement, si ta question c'est aussi est-ce que Apple va accepter une application sur l'App Store qui est faite en Flutter, j'en ai publié et j'ai pas eu de problème. Sans vouloir lancer de débat, moi je bosse beaucoup avec React Native personnellement. Je pense que Flutter et React Native, c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser. Qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre de ton point de vue? Pourquoi tu choisis de partir de ce côté-là? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, Flutter, par exemple, on sait que ça va supporter beaucoup plus de plateformes. Pas nécessairement aujourd'hui parce que c'est encore en bêta, mais ne serait-ce que ça, Flutter, il est déjà mieux là-dessus. Ensuite, le deuxième problème que React Native a, c'est que c'est du JS qui est exécuté. Alors que quand on est sur... et donc, c'est de l'interpréter. Alors que là, avec du Dart, tu es bien sur du code natif qui est optimisé pour la plateforme. Donc, ne serait-ce que si je devais choisir entre les deux solutions, les deux frameworks, et que moi, en termes de performance, je choisirais Flutter les yeux fermés à cause de ça. Et typiquement, là où React, pour moi, présente un problème aujourd'hui, c'est que donc, ce qui se passe en React, c'est que tu vas utiliser les vues Android, les vues iOS, mais ces vues-là, tu vas les appeler depuis un code JS, qui lui-même va appeler du Kotlin, du Swift, des choses comme ça. Et le passage en fait de JS vers ce code natif propre à chaque plateforme, il passe par ce qu'on appelle un bridge. Et typiquement, ça va aussi avoir un gros impact sur les performances. Là où Flutter, pour le coup, n'a absolument pas ce problème-là. Si toutefois, allez, on va dire que si toutefois je devais donner un petit inconvénient à Flutter, c'est que Flutter, vu qu'il dessine tout sur un canevas, on peut aussi se dire que l'inconvénient, c'est qu'il doit avoir une bibliothèque de widgets qui est très riche, parce qu'il faut recréer l'ensemble des éléments. Et donc aujourd'hui, cette bibliothèque, elle est très riche. Moi, je n'ai pas vraiment eu de problème, mais parfois, certains disent, je ne sais pas, sur un bouton, il manque telle fonctionnalité qui existerait sur la vue native. Ouais, il pourrait y avoir ce petit inconvénient-là, mais pour tous les autres, honnêtement, je ne trouve pas trop d'arguments en faveur de React. Ouais, donc moi je vois un intérêt par rapport au fait d'avoir un même code pour iOS ou Android. Typiquement, comment ça se présente? Est-ce qu'on arrive vraiment à factoriser et à avoir un seul code, ou est-ce qu'il faut quand même adapter en fonction des plateformes, en fonction des... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, tout le code qui est en Dart, donc tout le code que là je vous ai montré des widgets par exemple, tout ce code-là, tu le codes une seule fois et il va marcher partout sans aucun problème. Par contre, Flutter, il ne sait pas tout faire. Typiquement, je ne sais pas si tu veux dire accéder à la géoloc d'un téléphone, Flutter, il ne sait pas le faire. Et donc, dans ce cas-là, il y a des API qui ont été créées et qui, en fait, permet depuis du code en Dart d'appeler du code en Swift, en Kotlin, en tout ce que tu veux. Donc, ces bindings, on va dire que pour les 3/4, ils existent. Si besoin, parfois, il faut les créer. Et donc, en effet, il faut que tu les crées sur autant de plateformes que tu dois supporter. Mais ce paradigme-là, c'est valable pour Flutter, mais c'est valable pour React, c'est valable pour Ionic. Voilà. Ce serait valable de partout, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas si ça répond très bien à la question. Ok, cool. Ouais, je me demandais, en fait, si le fait qu'il n'y ait pas encore de pattern émergent, enfin de vrais patterns dominants pour la gestion de l'état
d'une application Flutter. Ça vous avait posé problème d'une part. Est-ce que vous avez utilisé un pattern existant type bloc ou je ne sais pas, ou est-ce que vous avez fait le vôtre? C'est une vraie problématique qu'il y a sur Flutter, parce que même Google évolue pas mal sur ce sujet. Passé un temps, il y avait eu du Redux qui avait été dit, puis il y a eu Block qui est plutôt pas mal. Mais le problème de Block, c'est que la contrainte, c'est que pour les gens qui n'ont jamais fait de Flutter avant, c'est un peu parfois compliqué à vraiment comprendre les mécanismes. Et du coup, à la Google I.O., ils ont annoncé que pour eux, la bonne manière de gérer l'état, c'était d'utiliser un truc qui s'appelle le provider. C'est fait par un Français qui s'appelle Rémi Rousselet et qui te permet de gérer l'état comme tu peux, comme tu aurais besoin de le gérer. Et c'est plutôt cette solution-là qui pousse aujourd'hui. Merci. Donc, un gros conteneur finalement. Okay. Bon, merci à tous. Je pense que vous avez faim.